Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur un sujet un peu plus éloigné de nos sujets habituels, Martine Regère, directrice de recherche de classe exceptionnelle au CEPAM, culture, environnement, préhistoire, antiquité et Moyen-Âge à l'Université de Côte d'Azur à Nice. Alors, elle a écrit et participé à l'écriture de nombreux livres. Certains, elle va faire de la publicité pendant sa présentation, donc je ne vais pas le dire. Elle a fait une thèse à Paris 10, une HDR à Paris 6 en chimie, à la frontière entre la chimie et, La préhistoire. et la préhistoire. Elle a eu de nombreuses responsabilités chargées dans celle qui fait qu'elle est invitée ici, c'est chargée de mission auprès du PDG du CNRS pour le chantier scientifique de Notre-Dame de Paris. Elle a été également directrice adjointe scientifique au CNRS. Allez, Martine, à toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord à la Société française de physique. C'est bon, vous m'entendez bien? Donc, merci d'abord à la Société française de physique et en particulier à Louis Fayard pour son invitation. C'est un grand plaisir de venir partager avec vous les résultats des recherches qui ont été menées depuis l'incendie sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je vais vous exposer aujourd'hui la façon dont la cathédrale meurtrie par le feu, comme vous le voyez ici et comme vous le savez, mais aussi par l'eau, hein, même si l'intervention des pompiers a été parfaitement maîtrisée, il y a nécessairement eu de l'eau pour éteindre le feu. Donc, je vais vous montrer comment cette cathédrale qui est meurtrie est devenue un objet de recherche et illustrée par là même un bel exemple de processus de résilience qu'on pourrait qualifier de résilience scientifique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, peut-être certains d'entre vous passent régulièrement devant elle. En tout cas, depuis l'incendie dramatique qu'il a subi, le monument a été stabilisé, le processus de restauration bat son plein et il est même maintenant bien avancé. Les 3 voûtes s'étaient écroulées sous l'impact de la chute de la flèche, en fait, ont été reconstituées ou consolidées. Les fermes de la charpente sont en cours de mise en place ou ont été mises en place et la flèche est en cours de reconstruction. On devrait de nouveau la voir s'élever dans le ciel parisien à la fin de l'année. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous dire quelques mots de l'endroit duquel je parle. Oui, il a un peu évoqué, je suis à la fois chimiste et préhistorienne de formation et je m'intéresse à l'exploitation des substances naturelles au néolithique, donc à la fin de la préhistoire. Alors, comment je me suis retrouvée à avoir des actions de recherche en lien avec Notre-Dame de Paris? Tout simplement parce que quand l'incendie s'est déclenché, j'étais directrice adjointe scientifique à l'Institut Écologie et Environnement du CNRS. Et dès le lendemain, les téléphones ont sonné, les emails se sont excités encore un peu plus que d'habitude. Ils sont rarement calmes. Hein, mais... Et on a reçu un certain nombre de témoignages et d'alertes de collègues qui nous disaient, mais attention, cette cathédrale, c'est un objet de recherche. Il y a certes des matériaux au sol qu'on considère comme des décombres, mais qui comportent encore une grande quantité d'informations scientifiques. Il ne faut pas passer à côté et il ne faut pas ajouter à la perte matérielle une perte de connaissances et d'informations scientifiques. Donc, à partir de là, on s'est concerté au sein du CNRS, différentes réunions ont lieu, en lien bien évidemment avec le ministère de la Culture, et il a été décidé de créer ce que je n'ai pas, ce que j'ai marqué à l'écran ici, le chantier scientifique Notre-Dame de Paris. Alors, je vous raconte ça pour vous expliquer un peu la genèse du projet et bien préciser que si c'est moi-même qui parle aujourd'hui, je porte une voix collective des 4 coordinateurs du chantier scientifique, Philippe Digman et moi-même qui sommes chargés de mission auprès du PDG du CNRS et Aline Magnin et Pascal Liévaux, tous deux conservateurs généraux du patrimoine, pardon, qui eux sont chargés de mission pour le ministère de la Culture. Et bien sûr, les recherches sont portées par des groupes de travail. Ils sont au nombre de 9 et ce sont vraiment eux les chevilles ouvrières, je dirais, des recherches et c'est avec eux qu'a été mise en place cette conférence. Et par ailleurs, ce qui est un peu moins connu, donc en parallèle de ce chantier de restauration qui est assez pharaonique, hein,
pour les défis qu'il pose, c'est donc la mise en place de ce chantier scientifique. Et c'est sur ce seul chantier scientifique que sera focalisée ma conférence, même si vous verrez, bien sûr, ce chantier est en synergie avec le protocole de restauration et que je dirai quelques mots, mais vraiment quelques mots sur la restauration. Alors, de quoi vais-je parler aujourd'hui? Je vais commencer par un retour sur l'incendie en abordant la question du sinistre sous l'angle du choc ressenti vraiment à l'échelle mondiale. Hein, il y avait Paris, la France et puis le monde entier, et en montrant comment ce choc ou ces chocs, ces émotions patrimoniales ont rapidement, pour certains, je pense aux pompiers, au personnel du ministère de la Culture, ont été transformés en mobilisation. J'aurais dû mettre un S à mobilisation. Et évidemment, cette question sera traitée sous l'angle scientifique et de la recherche. Ensuite, vous verrez à quoi ressemblait la cathédrale après l'incendie, avec son socle jonché de micados, d'enchevêtrements, de matériaux ayant brûlé et s'étant effondrés. Et j'aborderai la question de ces débris qui ont été considérés comme des gravats par certains au départ, alors que ce sont de véritables vestiges patrimoniaux. Je définirai ensuite les enjeux scientifiques, quelles sont les questions scientifiques. Une question qu'on me pose souvent quand je discute avec des amis et qu'on aborde cette question, c'est ah bon, il y a des recherches à faire sur Notre-Dame, mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc, je vais vous définir les enjeux scientifiques et je vous montrerai comment l'incendie a révélé un certain nombre de matériaux qui nous permettent de nous interroger sur les techniques de construction des bâtisseurs du Moyen-Âge et de mettre en évidence un certain nombre de facteurs innovants dans la construction, dont Notre-Dame de Paris est le témoin. Je parlerai de différents matériaux, y compris des décors polychromes, des vitraux, et je terminerai pour les aspects de la matérialité sur le bois des charpentes qui me tiennent particulièrement à cœur, sûrement parce que je travaille sur des substances naturelles et donc des matériaux issus du vivant. Le bois, c'est un biomatériau et de ce fait, il est riche non seulement d'informations architecturales, techniques et anthropologiques, mais aussi environnementales, climatiques. Et quelque part, sur le bois sont développées des problématiques qui dépassent le seul monument de Notre-Dame de Paris. Et je terminerai sur les aspects immatériels. Notre-Dame, bien sûr, c'est du matériel, mais c'est avant tout un monument de culte. Et donc, les aspects immatériels sont très importants, avec la question de l'acoustique, de l'émotion patrimoniale et du numérique, qui est presque un chantier à l'intérieur du chantier qui transcende tous les groupes de travail. Livio De Luca, qui dirige ce groupe de travail, écrivant que pour la première fois à Notre-Dame de Paris, le virtuel devient une méthode d'investigation archéologique à part entière. Donc, c'est vraiment un élément très, très important du chantier scientifique. Quelques mots sur cette fameuse nuit du 15 au 5 avril 2019. Donc, l'alerte a été donnée autour de 19h. La flèche a chuté autour de 20h et ensuite la nef a été touchée et même la tour nord, hein, ce qui a pas mal inquiété. Et l'incendie... Ah oui, moi, je vois qu'une moitié de l'écran. Et l'incendie a été maîtrisé par les pompiers dans la nuit. Vous avez ici une photo de Notre-Dame après l'incendie le lendemain matin, donc le 16. Alors, ce qui est intéressant ici, bon, outre évidemment cet enchevêtrement ici, c'est surtout de réfléchir à la lumière pour la première fois depuis 800 ans. La lumière arrivait directement à travers les voûtes qui s'étaient effondrées et donc on a vu un éclairage comme on n'avait jamais vu en fait dans cette cathédrale. Quelques mots, oui, sur ce qui s'est passé juste au moment et après l'incendie. Donc là, vous avez une photo avec les charpentes et la flèche en feu, une des voûtes effondrées. Ces voûtes, néanmoins, elles ont permis la conservation des vitraux et à la fois grâce à l'intervention extrêmement bien maîtrisée des pompiers et de cet effet protecteur et bouclier des voûtes, l'ensemble des vitraux sont les véritables miraculés de la cathédrale puisqu'ils n'ont pas du tout ni éclaté, ni été fissurés, ni rien. En revanche, ils étaient recouverts d'une poussière assez importante qu'il a fallu nettoyer. Et puis, il a résulté de ce drame une sidération à l'échelle mondiale qui est devenue un objet d'étude pour les collègues qui sont acteurs en anthropologie. Donc, je vous ai dit, ce choc, il s'est tout de suite transformé en action et en mobilisation avec la maîtrise du feu par les pompiers et également
les collègues du ministère de la Culture qui, sous le contrôle des pompiers, ont été autorisés, lorsque leur sécurité était assurée, à rentrer dans la cathédrale pour sauver un certain nombre d'œuvres, de tableaux, de sculptures, etc., les évacuer et les mettre en lieu sûr. Donc ça, c'est vraiment des actions qui ont eu lieu pendant toute la nuit. Et voilà la cathédrale, après l'incendie, plus de charpente, 3 voûtes effondrées. Euh, pour une construction qui a démarré il y a plus de 800 ans, donc dans la seconde moitié du XIIe siècle, à partir de 1160, une construction qui s'est étalée sur la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle. Puis ensuite, il y a eu d'autres épisodes de restauration, mais une restauration très importante au XIXe siècle par Eugène Viollet-le-Duc. C'est une cathédrale qui fait 125 mètres de long et surtout 33 mètres de haut au niveau des voûtes, hein, pas de la flèche, qui a 96 mètres de haut. Et ça, c'est important dans l'histoire de la construction gothique parce que Notre-Dame, que vous voyez donc ici, c'était la cathédrale la plus haute de son temps, hein, au début du XIIe siècle. Elle a été construite après Sens, notamment, qui est à 24 mètres de hauteur sous les voûtes. Et il y a un véritable saut technique qui a été passé avec Notre-Dame dans une quête de la hauteur sur laquelle je reviendrai. Je voulais dire autre chose et... Juste quelques mots sur Eugène Viollet-le-Duc, dont le nom est associé à Notre-Dame de Paris. Donc, c'est un architecte français qui a vécu au XIXe siècle, qui, à la base, est un historien d'art, qui est devenu restaurateur avec une vision de la pratique de la restauration qui a évolué depuis, on va dire, hein, puisque la restauration, à ses yeux, est assez proche de la création, ce qui n'est plus du tout la vision de la restauration que l'on a à l'heure actuelle. Il a été chargé de la restauration du monument en 1843 avec Jean-Baptiste Lassus. À ce moment-là, la cathédrale était en très mauvais état, en bien mauvais état. Elle avait été l'objet de nombreux remaniements, des restaurations, des réaménagements. Par ailleurs, elle a subi les vicissitudes de la Révolution française. Elle a été rendue au culte en 1802, mais au milieu du XIXe siècle, elle était en piètre état et donc une restauration d'envergure s'imposait. Ce qui fait qu'on a un monument qui témoigne un peu comme le Louvre de 800 ans d'histoire, hein, depuis le XIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Et puis la restauration actuelle va rajouter un épisode à son évolution. Pour le dire comme Patrick Boucheron, qui est professeur au Collège de France et qui nous a fait l'honneur de préfacer l'ouvrage que vous voyez ici, que vous pourrez feuilleter si vous le souhaitez, qui fait un point en septembre 2022 de l'état d'avancement des recherches dans le monument. Donc Patrick Boucheron a écrit « Nous voici face au paradoxe ordinaire de la connaissance archéologique qu'il ne peut y avoir de savoir sans destruction », ce qui est un peu effrayant quand même. Et il faut bien voir que quand on fouille un site archéologique, ici vous avez une image de la fouille du sous-sol de Notre-Dame à la croisée du transept et de la nef. On va décaper les couches par couche, enlever les pierres une à une, on va repérer tout ça dans l'espace, mais au fur et à mesure qu'on démonte, et c'est encore pire pour le sédiment parce que enfin, on enlève les couches au fur et à mesure, quelque part on détruit le site. Simplement, on le détruit en connaissance de cause, avec des objectifs scientifiques bien définis, et on enregistre tout. Et là, quelque part, on s'est retrouvé avec un écorché de la cathédrale, en partie détruite, de façon aléatoire par le feu, aléatoire et accidentellement, mais pour le coup, ça a ouvert l'opportunité d'avoir accès à ces entrailles, à ces recoins qui n'avaient pas été observés depuis fort longtemps. Alors, c'est une diapositive un peu rébarbative, hein, je vous prie de m'en excuser, mais c'était important de montrer comment l'émotion s'était transformée en mobilisation scientifique et comment l'organisation de la recherche française, dont nous disons parfois, bon voilà, certaines choses assez négatives, a été là une force de frappe assez phénoménale, avec d'une part les laboratoires du ministère de la Culture qui sont intervenus tout de suite, donc le laboratoire de recherche des monuments historiques dirigé par Aline Magnien, qui est très présent sur le site depuis le départ, le Centre de recherche et de restauration des musées de France, qui est à Paris aussi, au Louvre en l'occurrence. Le service régional de l'archéologie a été également à pied d'œuvre rapidement, de même que l'Institut national de recherche archéologie préventive, donc, qui a fait les fouilles dans la cathédrale sur prescription du SRA. Le SRA étant donc le service régional de l'archéologie. Très vite après le sinistre, le lendemain, en fait, les scientifiques se sont organisés
de façon extra-académique dans une association des scientifiques au service de la restauration de Notre-Dame de Paris, émettant des fiches techniques, répondant aux journalistes avec parfois des écrits qui étaient un peu rapides et qu'il fallait reprendre scientifiquement. Et puis, à partir de mai 2019, donc le CNRS et le ministère de la Culture ont mis en place ce chantier scientifique Notre-Dame de Paris, qui rassemble entre 150 et 200 scientifiques de 50 laboratoires de champs disciplinaires extrêmement diversifiés. Et voilà ce que je voulais dire là. Quelques mots quand même du projet de restauration. Le chantier scientifique s'est bien sûr mis en place en lien avec ce chantier de restauration qui est assez pharaonique. Reconstruire des voûtes de cathédrales gothiques, ça n'avait pas été fait depuis, je pense, à peu près la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'était des défis vraiment d'envergure et ils n'ont pas été trop de 3 architectes avec Philippe Villeneuve, que vous voyez au premier plan, qui est l'architecte responsable du projet de restauration. Et il s'est associé à 2 autres architectes, Rémi Fromont, qui s'occupe plus particulièrement de la charpente, et Pascal Prunet des voûtes, et qui assure aussi la coordination, enfin la synergie avec le chantier scientifique. Et donc, ce sont 3 architectes qui se sont attelés à la restauration de ce monument. Par ailleurs, le président de la République a décidé de la création d'un établissement public qui s'appelle Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui était dirigé par le général Jean-Louis Chorgelin, qui malheureusement nous a quittés accidentellement. Vous en avez peut-être entendu parler fin août dans un accident de montagne. Et c'est Philippe Jost, qui était son adjoint, qui a pris la tête de l'établissement public maintenant. Et donc cet établissement est chargé à la fois de la conservation et de la restauration, et il s'est appuyé sur une commission naturelle du patrimoine et de l'architecture qui a décidé du choix à l'identique. Alors on a beaucoup parlé de ce terme à l'identique, mais en fait je cite ici Pascal Prunet, on est plutôt dans une logique de restauration archéologique, en tout cas une restauration qui va rendre la cathédrale dans son état, enfin en restant fidèle à son état juste avant l'incendie. Alors fidèle, ça veut dire en termes de matériaux, en termes d'aspect évidemment, mais de matériaux, et donc de techniques, et de savoir-faire, et d'outils. Donc c'est vraiment une démarche, cette restauration, elle s'insère vraiment dans une démarche archéologique de réactivation des savoir-faire du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. Donc, il s'agit de reconstruire la flèche de Viollet-le-Duc en bois, ce qui est en train d'être fait avec un échafaudage de 600 tonnes, la charpente, et puis les voûtes qui, je vous l'ai dit, représentent un réel défi. C'est tout ce que je vous dirai de la restauration. Mais l'établissement public publie un bulletin que vous avez là, La Fabrique de Notre-Dame, dont je vous donnerai la référence, qui est disponible aussi en ligne. Et là, c'est le numéro 5, il est paru en juin, je crois, et qui fait le point, en fait, des différentes étapes de restauration qu'on peut suivre au fil de l'eau. Donc voilà un petit peu le chantier après l'incendie. Il faut imaginer les collègues travaillant dans ce maelstrom de matériaux, dans un vacarme assez étourdissant parce que les êtres humains ne pouvaient pas pénétrer, en tout cas dans certaines parties de l'édifice, parce que les voûtes n'étaient pas encore stabilisées. Et ce sont donc des robots qui ont agi pour récupérer les matériaux et les sortir. Ce sont des humains qui les ont triés, mais ce sont des robots qui sont intervenus. Par ailleurs, 33 mètres, c'est assez haut quand même. Donc, il a fallu que des cordistes interviennent sur les murs, sur les voûtes, sur l'extrado des voûtes, qui est la partie supérieure des voûtes. Et certains scientifiques et certains restaurateurs ont dû se former, suivre des formations de cordistes pour pouvoir intervenir en hauteur. Il fallait d'autre part s'équiper de combinaisons, de masques, de casques, etc., parce que tout ça a été fortement empoussiéré. Et enfin, construire des barnums, installer des barnums sur le parvis pour récolter les tonnes de matériaux qui étaient issus de ces gravats, de ces décombres. Et très vite, Stéphane Deschamps, qui est conservateur régional de l'archéologie d'Île-de-France, a demandé justement que l'on ne parle ni de gravats ni de débris, mais de vestiges patrimoniaux. Et l'ensemble de ces matériaux a été traité comme des objets archéologiques. C'est-à-dire que toutes les pièces ont été précisément situées dans la cathédrale par photogrammétrie de haute précision,
Un inventaire minutieux et complet a été entrepris et un local de stockage, grâce à l'établissement public, a été mis en place avec des conditions d'hygrométrie, de température, etc., adéquates pour la conservation de ces vestiges. Tous les bois, notamment une partie des pierres, des métaux, sont à l'heure actuelle entreposés dans ces locaux et sont accessibles pour les recherches. Quels étaient les enjeux scientifiques? On était face à des archives de l'humanité, hein, comme l'a montré l'émotion suscitée à l'échelle mondiale, avec bien sûr l'importance de la matérialité de Notre-Dame, avec des recherches qui sont développées dans le domaine de la conservation et de la restauration, dans le domaine physico-chimique de compréhension des altérations subies par les matériaux, à la fois le feu, l'eau, et puis des problématiques très anthropologiques, archéologiques, sur les techniques de construction, la provenance des matériaux, les savoir-faire des bâtisseurs des cathédrales. Également des thématiques, grâce au bois notamment, sur les environnements et les climats de l'époque, et évidemment des développements sur les chronologies de la construction de cette cathédrale, avec différents éléments, notamment le bois et le fer, qui permettent d'obtenir des datations, si pas absolues, chiffrées au moins. Sans oublier l'immatériel. Donc, des recherches sont développées en acoustique, sur l'acoustique de la cathédrale, mais aussi sur les paysages sonores. J'y reviendrai à la fin. Sur l'émotion patrimoniale, vous avez... Alors, oui, il faut se rappeler que l'incendie de Notre-Dame a eu lieu au moment où le mouvement des Gilets jaunes était encore actif, même si c'était la fin du mouvement. Et sur certains ronds-points, on a vu fleurir des panneaux tels que vous voyez ici, des pancartes, des milliards pour Notre-Dame et rien pour Quasimodo. Puisque les grands mécènes se sont tout de suite impliqués pour la restauration. Et certains de nos concitoyens considéraient qu'on donnait beaucoup d'importance à des pierres sans s'occuper des humains eux-mêmes. Alors ça a été une réaction assez nouvelle en lien avec un sinistre patrimonial. Des collègues sont spécialistes de ces questions d'émotion patrimoniale et jusqu'à présent, lorsqu'il y a eu des catastrophes, les sentiments étaient de tristesse, d'empathie, d'envie de redonner vie en fait à ce patrimoine. Et pour la première fois, la situation en France a donné lieu à ces sentiments ambivalents qui sont un vrai ferment de recherche en fait pour les collègues anthropologues. Et puis le numérique, donc je l'ai dit, qui devient une part entière du travail archéologique avec un double numérique qui a été constitué. Et évidemment, ces recherches sont menées dans le contexte culturel et environnemental. Bon, j'ai mis médiéval, mais il y en a aussi qui s'intéressent au 19e siècle. Alors, les enjeux scientifiques étant posés, voyons maintenant ce que l'incendie a révélé et nous a permis de dresser comme connaissance que l'on n'avait pas avant l'incendie. D'abord, il faut savoir aussi que, aussi paradoxalement que cela puisse paraître, Notre-Dame est un monument certes connu dans le monde entier, mais par contre, il était très peu connu scientifiquement parce que visité, victime de son succès quelque part, ce qui fait que les scientifiques, les chercheurs n'y avaient pas accès de façon relativement libre, je dirais. Le fait que Notre-Dame soit vidée de ses visiteurs après l'incendie, soit bardée d'échafaudages, a permis de pénétrer dans le monument et de l'ausculter dans ses moindres recoins. Et donc, la période post-incendie est une période, comme toutes les périodes de restauration, hein, de toute façon, est une période de choix pour le développement de recherche scientifique. Alors, première observation, vous voyez ici des trous dans les voûtes. Du fait des trous dans certaines voûtes, on a pu observer l'épaisseur des voûtes. Et ces voûtes sont très peu épaisses. Elles font 12 à 15 cm pour une hauteur de 33 mètres. Donc ça, c'était assez inattendu et ça a surpris les collègues spécialistes du bâti médiéval. Et pour le coup, ils se sont dit, mais qu'en est-il des autres cathédrales? Donc ils sont allés voir Sens, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, Sens, la cathédrale Saint-Étienne de Sens, qui a été réalisée donc une vingtaine d'années, sa construction a démarré une vingtaine d'années avant Notre-Dame, avec une hauteur sous voûte de 24 mètres, soit à peu près 30% de moins que Notre-Dame. Et ils ont mené des campagnes de géoradar et de scan 3D. C'était par ailleurs la première cathédrale où des voûtes d'ogives, ou une des premières où des voûtes d'ogives étaient construites. Et ils sont arrivés à la conclusion avec des mesures parfaitement concordantes, hein,
deux blocs de 30 à 35 cm d'épaisseur, des blocs monolithes, hein, donc ce n'était pas deux blocs qui étaient soudés l'un à l'autre, enfin, associés, soit le double, une épaisseur qui est le double de celle de Notre-Dame. Premier point. Deuxième point, l'étude des mortiers. Les mortiers, ce sont ces joints entre les pierres que vous voyez ici, entre les claveaux des voûtes, qui sont extrêmement importants et auxquels on a pu... On ne voit pas bien là, pardon, je vais revenir. Voilà. On voit très bien ici, en travaillant sur les échafaudages, les collègues avaient le nez vraiment sur les voûtes et ont pu aller prélever des mortiers, faire ce qu'on appelle des carottages et les étudier. Donc, ces mortiers, c'est des mélanges qui sont utilisés pour assembler les pierres entre elles. Un certain nombre de caractérisations en laboratoire physico-chimiques ont été menées suivant des approches complémentaires. Je les cite rapidement, des approches pétrographiques sous microscope, en diffraction des rayons X, en microscopie électronique, à transmission à balayage et des analyses thermiques. Et ces recherches ont montré que les mortiers étaient fabriqués à l'aide d'un mélange de chaux et de sable, et surtout que ces mélanges étaient très constants, tant dans les proportions chaux-sable que dans la qualité du sable utilisé. Et qu'on avait donc affaire à une grande qualité, à une grande régularité et qualité de ces mortiers, et donc un savoir-faire, une grande maîtrise de la réalisation de ces mortiers. Donc, deuxième élément auquel on a pu avoir accès parce qu'on pouvait rentrer dans la cathédrale et faire des prélèvements. Troisième élément, ça c'est peut-être quelque chose qui est moins attendu, moins connu. On pense bien aux pierres et aux joints entre les pierres quand on pense aux cathédrales. On pense peut-être un peu moins au fer. Et en fait, au sommet des murs, vous voyez ici, une série d'agrafes en fer a été retrouvée, des grandes agrafes qui font de 20 cm à 98 cm, qui étaient invisibles avant l'incendie, puisqu'elles sont juste sous la charpente en bois a été posée dessus. Et à l'heure actuelle, ce sont plusieurs centaines d'agrafes qui ont été ainsi révélées sur les murs, mais aussi à l'intérieur des colonnes. On en voit une ici, et vous avez en rouge le dessin de ce qu'il y a à l'intérieur, et puis au niveau des tribunes du chœur. La première question qui s'était posée, c'est de quand datent ces agrafes? Quand est-ce qu'elles ont été installées? Est-ce qu'elles ont été installées dès le début? Est-ce qu'elles faisaient partie de la conception architecturale de la cathédrale au Moyen-Âge? Ou bien est-ce qu'elles ont été rajoutées après pour consolider certaines parties au moment des multiples restaurations qu'a connues la cathédrale? Alors, comment faire pour dater du fer? On utilise du carbone. Ça, ce sont des recherches qui ont été développées par Philippe Dillman et ses équipes depuis une dizaine d'années. On va faire un prélèvement, faire une coupe, observer la coupe au microscope métallographique qui permet de révéler les zones acérées, c'est-à-dire les zones qui contiennent encore du carbone. Et les équipes scientifiques sont maintenant capables d'extraire ce carbone, de le préparer pour en faire de la datation par le radiocarbone au carbone 14. Qu'est-ce que ces recherches ont montré? Alors, vous avez ici en abscisse les dates que vous ne voyez sûrement pas, je suis désolée, elles sont en après Jésus-Christ, bien sûr. Mais ce qu'on voit ici très bien, c'est que les agrafes des tribunes ne sont pas postérieures à 1160, donc elles datent de 1160 probablement, donc elles sont contemporaines de la construction. Ça veut dire que les agrafes, elles faisaient vraiment partie du projet architectural de la construction. Et celle des hauts murs, qu'il a fallu mettre un peu de temps pour monter, remonte à 1200-1220, ce qui est tout à fait cohérent avec ce que l'on sait des datations de la charpente. Donc ça a donné lieu à un article qui s'intitule dans PLOS ONE, intitulé The First Iron Lady, donc la première dame de fer, montrant que cette cathédrale présentait un véritable squelette de métal. Et ça a été une découverte tout à fait inattendue pour une cathédrale de la deuxième moitié du XIIe siècle. Les chercheurs savaient, et en particulier Maxime Lhéritier qui coordonne le groupe de travail métal, que le fer était un élément important de construction des cathédrales du XIIIe, mais pour ce que l'on savait des cathédrales du XIIe siècle, c'était un matériel plutôt secondaire. Donc là, c'était un matériau plutôt secondaire. Donc là, on avait aussi une nouvelle donnée absolument inattendue révélée par l'incendie. Et enfin, dernier point, vous avez ici une carte, un plan, pardon, de la cathédrale, et en orange, vous avez les voûtes qui se sont effondrées. Donc la voûte à la croisée du transept et de la nef, une voûte du transept. Tout ça a été largement restauré au XIXe siècle. En revanche, cette voûte effondrée ici
de la nef, elle est 13e, elle est médiévale. Et les collègues travaillant sur les structures mécaniques, donc la stabilité mécanique de la cathédrale, ont observé, comme ça a été observé sur d'autres cathédrales qui ont eu des problèmes avant, notamment Reims, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, je crois, que les voûtes, en fait, s'étaient effondrées juste en leur sommet et que ces parties-là, qu'on a tendance à penser comme faisant partie des voûtes, qui s'appellent les tas de charges, sont restés en place. Et que donc, structurellement, ils ne font pas partie de la voûte, mais ils font partie des appuis, des supports de la voûte. Et par ailleurs, on voit que sur ces tas de charges, ici, reposent directement les arcs-boutants. Donc, cette innovation des arcs-boutants, bon, ça, c'était connu, hein, il n'a pas fallu qu'elle brûle pour qu'on sache qu'il y avait des arcs-boutants, mais avec son positionnement sur l'état de voûte et ce que l'on peut observer après la chute des voûtes, montre que une grande partie de ce que l'on pense être la voûte fait en fait partie des murs, et il en résulte que la voûte, au sens structurel du terme, s'en trouve diminuée et qui fait que l'effondrement aussi a été limité. Donc, pour résumer un petit peu tout ce qui a été révélé par ces observations et analyses, tout cela nous aide à comprendre comment Notre-Dame de Paris témoigne d'innovations architecturales qui ont permis de répondre à la nécessité d'une quête de hauteur qu'on connaît dans la littérature et qui a été énoncée dès le début, dans la deuxième moitié du XIIe siècle, et que c'est l'aboutissement de 30 ans d'expérimentation qui ont démarré avec des cathédrales plus anciennes, avec la finesse des voûtes, des mortiers de chaux d'une grande régularité, à base de mélanges constants, qui assurent une souplesse à l'édifice, un véritable squelette de fer qui renforce la structure, et puis un système de contre-butement et donc de soutien des voûtes qui permet au tout d'être stable. Il faut voir que, édifié sur l'île de la Cité au XIIe siècle, je l'ai déjà dit, mais Notre-Dame est au moment de sa construction la plus haute cathédrale au monde et qu'elle signe vraiment une nouvelle ère du développement de l'architecture gothique. Maxime Lhéritier le dit très bien, plus haut, c'est non seulement plus haut, mais aussi plus large et plus fin. Et Pascal Prunet résume en disant toujours plus de lumière, toujours moins de matière. Donc on n'est pas passé de cathédrale de 24 à 25, 26, on est passé de 24 mètres des voûtes jusqu'à 33 mètres avec des vraies innovations architecturales et techniques. Alors, on voit bien, on se doute bien que le fer, la finesse des voûtes, les contrebutements, la maîtrise des mortiers, tout ça, ça a probablement permis de monter plus haut. Mais finalement, on ne comprend pas forcément comment chaque élément a permis cette quête de la hauteur. Donc, ces innovations architecturales, finalement, elles ne sont pas encore complètement comprises. Et de ce fait, les recherches se poursuivent. Donc, deux ANR, bon, je ne sais pas si tout le monde sait, mais l'ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche, donc qui finance en partie nos recherches. Donc, les collègues ont répondu à des appels à projets. Il y a 5 projets ANR qui tournent sur Notre-Dame. J'en cite 2 ici. Une première ANR qui est dirigée par Thomas Parent du groupe de travail sur les structures, qui va chercher à évaluer les structures post-incendie des monuments historiques, donc au-delà de Notre-Dame, hein, en utilisant, en hybridant deux modèles, continus et discontinus. Et puis, celle-là est en cours, je ne sais plus quand elle a commencé, mais il y a au moins un an ou deux. Et celle-là vient de commencer ou va commencer, elle est dirigée par Yves Gallet, qui coordonne le groupe Pierre. Elle s'intéresse aux voûtes de Notre-Dame de Paris dans la quête de la hauteur, et ces deux ANR, évidemment, fonctionnent ensemble. Les objectifs seront d'une part, pour la question des structures, de déterminer le comportement mécanique de la maçonnerie de Notre-Dame et de développer un outil de calcul qui permet de modéliser ces voûtes. Outil de calcul, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre, mais dont on ne dispose pas à l'heure actuelle parce que la tâche est relativement complexe, et ensuite comprendre donc cette conquête de la hauteur dans l'architecture gothique, non seulement sur Notre-Dame, mais également sur d'autres cathédrales. Donc ça, c'est pour vous dire que les recherches, elles sont vraiment en cours et qu'on n'a pas encore les réponses à tout. Quelques mots sur les vitraux. Donc si les bois
ont été carbonisés en partie, hein, parce que le cœur de certains bois n'est pas, des bois des charpentes n'est pas carbonisé. Les métaux ont été, les pierres également, leurs propriétés mécaniques ont été altérées pour certaines d'entre elles. Les vitraux, c'est des véritables miraculés. Vous voyez ici une des roses. Il faut avoir conscience que seules les 3 roses sont médiévales, qu'elles ont été restaurées et qu'en plus, il y a une recréation complète des vitraux par Viollet-le-Duc et Lassus lors de la restauration du 19e siècle. Ces vitraux ont été épargnés par l'incendie, je vous l'ai dit, hein, du fait du rôle de bouclier des voûtes et du travail des pompiers. Les vitraux, mis à part les roses, ont bien sûr été tout de suite déposés après l'incendie, c'est-à-dire qu'on les a enlevés et on les a mis dans un local pour travailler dessus. La seule chose qu'ils ont subie, c'est une pollution superficielle, donc une croûte noire qui s'est déposée à la surface et sur laquelle il a fallu travailler. Quelles sont les recherches qui sont menées sur ces vitraux? Alors là aussi, c'est comme les voûtes, hein. Les voûtes, on a pu monter et les voir avec un échafaudage. Là, les vitraux, les collègues spécialistes des vitraux ont pu directement travailler dessus, avec le nez dessus, que ce soit les roses grâce aux autres les échafaudages ou les autres vitraux qui ont été déposés. Donc, il a été possible de faire ce qu'on appelle des constats d'état après dépose, de caractériser les dépôts de surface pour mettre en place un protocole de nettoyage et les vitraux ont été nettoyés et sont de nouveau en place. Et une critique d'authenticité, pardon, c'est à l'envers là ce que je veux dire, une critique d'authenticité qui repose d'abord sur un travail en archive et aussi sur la caractérisation physico-chimique des verres qui permet de distinguer les pièces d'origine des pièces qui sont aussi anciennes, qui ont été utilisées au cours de restauration comme des bouches-trous, et puis des pièces qui ont été carrément changées au 19e siècle. Donc on arrive à avoir une chronologie en fait des vitraux et de l'histoire des vitraux, l'objectif étant d'aller vers une meilleure connaissance de la qualité des matériaux, des lieux de production, des ateliers et des savoir-faire des peintres verriers qui ont œuvré pour Notre-Dame. Autre, autre surprise, en fait, on n'avait pas pensé au moment où la cathédrale a brûlé qu'il serait possible de la nettoyer à l'intérieur entièrement et de révéler toutes ces parties colorées. Donc, vous avez ici, par exemple, une chapelle avec une polychromie 19e qui a été totalement restaurée, polychromie à laquelle on n'avait pas touché depuis plus de 150 ans, hein, depuis sa création au 19e siècle. Et vous voyez les couleurs retrouvées, hein, ces bleus magnifiques, ces rouges, ces bleus plus clairs. Donc, ça a été aussi l'occasion de travailler sur les techniques picturales, de faire des petits prélèvements. Vous en voyez un ici, on voit très bien des petits cristaux à l'intérieur, ou alors sur une coupe de peinture, on arrive à voir la couche superficielle et les préparations ou la pierre dessous, pour étudier les techniques picturales et l'évolution des techniques du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, avec des épisodes un peu touchants, que vous voyez ici, où sur certains chapiteaux, on a retrouvé en fait les traces de pinceaux qui avaient été nettoyés, débarrassés de leur surplus de peinture, donc comme si on imagine très bien le peintre et les gestes du peintre après avoir peint les panneaux ou en cours de peinture des panneaux. Cet incendie a nécessité par ailleurs la mise en place d'échafaudages dont certains sont assez robustes, on va dire. Hein. Celui pour reconstruire la flèche fait 600 tonnes, je crois. Et quand il s'est agi de poser 600 tonnes sur le sol de Notre-Dame, le service régional de l'archéologie a prescrit une fouille en disant on va quand même aller voir ce qu'il y a dans le sous-sol pour pas que le sous-sol soit impacté. Donc c'est l'INRAP, l'Institut national de recherche en archéologie préventive, qui a fouillé. Vous avez ici une photo de la fouille vue d'en haut. Et cette fouille a livré des vestiges tout à fait inattendus, en l'occurrence des vestiges du jubé médiéval. Qu'est-ce que c'est que le jubé? Le jubé, c'est un mur, je vais le dire un peu mieux, il faut que je lise mes notes pour le dire correctement. Bon, ben, je ne retrouve pas, peu importe. C'est un mur sculpté que vous voyez ici. Il a été construit à Notre-Dame en 1230. Vous avez ici un plan vers 1250. Vous le voyez ici. Hein, donc, il est extrêmement travaillé. Et il permettait de séparer le chœur, qui était l'espace cultuel, de l'espace sacré, de l'espace des fidèles.
Ce jubé a été démonté au XVIIIe siècle du fait de l'évolution des pratiques liturgiques. On en connaissait quelques éléments qui étaient au Louvre parce qu'ils ont été retrouvés au moment de la restauration du XIXe. Et là, vous voyez, ce sont 400 kilos, je crois, qui ont été révélés de ces morceaux d'architecture qui sont absolument magnifiques, avec donc des personnages, mais également des éléments d'architecture et une polychromie d'une fraîcheur extraordinaire, que ce soit pour ces rouges ou pour ces bleus. Ce jubé n'a pas été démonté n'importe comment. Les blocs ont été découpés. Ils ont été déposés dans la cathédrale, dans le sous-sol de la cathédrale. Ils ont été scellés par des mortiers. Donc, ils ont reçu quand même une attention particulière. Donc, je ne peux pas vous en dire plus parce que la découverte date du début 2022. Et les recherches sont en cours. L'INRAP est en train de rédiger son rapport et un projet collectif de recherche a été mis en place pour travailler à la fois sur la polychromie, sur les pierres et plus largement sur ce jubé qui fait partie intégrante de la cathédrale. Je vais aborder maintenant les bois des charpentes. Vous avez ici un Mikado avec une photo prise par Alexa Dufresne qui coordonne le groupe de travail sur les bois. Ce sont 10 000 pièces de bois brûlés qui ont été localisées dans l'espace, enregistrées, inventoriées, évacuées et qui sont maintenant stockées. Et ce sont des matériaux non réutilisables, contrairement aux pierres dont on pensait que certaines pourraient éventuellement être réutilisées. Et donc, ce sont des matériaux de recherche à part entière. Le bois enfin, il y a deux entrées pour aborder le bois. Pour Notre-Dame de Paris, les bois, ce sont des charpentes. Je dis des charpentes parce qu'il y a les charpentes médiévales et les restaurations du 19e. Mais le bois, c'est aussi... Et donc, ça va nous apporter des informations sur les techniques, les savoir-faire et la provenance. Mais les bois, ce sont aussi des forêts. Et ces forêts ont enregistré des informations environnementales, climatiques et chronologiques. Donc, ce sont vraiment des archives qui sont à la fois culturelles et naturelles, environnementales. Heureusement, on disposait d'un relevé de la charpente de Notre-Dame de Paris qui a été réalisé par Rémi Fromont et Cédric Trentechaud en 2014-2015, je crois, qui est un relevé extrêmement complet, qui s'attache à décrire ce qu'il n'avait jamais encore regardé en détail, et je cite Rémi Fromont, les marquages, les remplois, les réparations, les renforcements, les levages, et vous voyez que tout ça est reporté ici sur la charpente, avec des sigles, des représentations différentes. Donc, heureusement qu'on a ce relevé de la charpente. L'étude de cette charpente a permis de mettre en évidence, je crois que je ne l'ai pas écrit, mais en fait, c'est du chêne qui a été utilisé pour les charpentes. Contrairement à ce qu'on a pu lire dans la presse avec des arbres centenaires, etc., ce sont des arbres relativement jeunes, donc qui ont moins de 100 ans, qui sont fins et élancés de l'ordre de 25 cm de diamètre, 14 mètres de haut. Et ça, c'est typique des charpentes du XIIIe siècle. Et les collègues ont pu lire aussi un certain nombre de marques d'outils et mettre en évidence qu'on était face à un équarrissage de bois vert et que les bois étaient, à la période médiévale, en tout cas, taillés vert. Par ailleurs, le bois, c'est une véritable machine à remonter le temps. Vous avez sûrement vu, si vous êtes baladé en forêt, des coupes de bois ou dans votre cheminée. Et on voit très bien ces cernes concentriques. Les bois en climat tempéré font un cerne par an avec deux parties. Et ces cernes vont avoir des épaisseurs différentes en fonction d'un certain nombre de facteurs. Ça ressemble à des codes-barres qu'on peut aligner les uns avec les autres et on remonte ainsi jusqu'à à peu près 8000 ans avant notre ère. Donc, on a des courbes qu'on appelle dendrochronologiques qui ont à peu près 8000 ans. Et en replaçant les courbes des bois que l'on étudie sur des courbes de référence, si on a assez de cernes dans le bois, qu'on a le dernier cerne, on peut dater les bois à l'année près. Donc, c'est la seule méthode de datation qui permet d'obtenir des informations à l'année près. Donc, la charpente avait été très peu étudiée de ce point de vue-là, mais il y a quand même des dates qui ont été faites dans les années 90. Vous avez ici les différentes parties avec le bois du 12e. Ce qu'il faut voir, c'est que la charpente 13e, elle a été faite avec du bois de la première charpente du 12e qui a été réutilisée. Donc, ça permet aussi de travailler sur les remplois. Et vous voyez ici toute la charpente 19e qui a été refaite pour pouvoir ériger la flèche. Donc là, il y a tout un programme de travail sur la datation des bois qui est en cours. Par ailleurs, les bois permettent
les cernes des bois permettent d'avoir accès aux dimensions, aux âges, à la densité des peuplements. Vous voyez bien que des bois en forêt qui sont assez serrés et qui vont aller chercher la lumière vont pousser tout droit, alors qu'un bois qui est au bord d'une route, il va prendre son aise, se déployer, voilà, il peut se développer comme il veut. Et tout ça, ça se marque dans les morphologies des cernes. Donc, on va pouvoir avoir des informations sur les modalités de sylviculture au Moyen Âge. On a aussi des traces de trous de flottage qui nous montrent comment une partie du bois est arrivée par la Seine par flottage. Et puis, en travaillant sur certains éléments chimiques, des éléments traces, comme le strontium ou le néodyme, on va obtenir des informations sur l'origine géographique de ces bois. Et en travaillant sur les rapports isotopiques du carbone, les rapports isotopiques des isotopes stables du carbone et de l'oxygène, on va obtenir des informations climatiques. Donc tout ça, là, je ne vous donne pas plus de résultats que ça, je dresse plutôt l'ensemble des projets de recherche qui sont en cours parce que les résultats sont en cours d'acquisition. Et en plus, les bois de la charpente, évidemment, ils n'ont pas été disponibles dès le début, hein, parce qu'il a fallu les sortir, les inventorier, les conserver, etc. Quelques mots sur l'immatériel. Donc, des équipes de recherche menées par Mylène Pardouen s'intéressent à la caractérisation du son sous ses multiples dimensions, c'est-à-dire à la fois physique, mais aussi ressenti, euh, en s'appuyant sur des interviews, sur des archives et sur des mesures physiques. Et il procède à une confrontation entre les perceptions humaines et ce que dit la physique. Et il en résulte que Notre-Dame avait, avant incendie, évidemment, une très belle acoustique, mais qu'en revanche, c'était un monument dans lequel il était difficile de travailler, je veux dire, pour les acteurs de la musique, hein, donc les chanteurs notamment, en particulier du fait de l'importance de l'effet de réverbération du son dans ce monument. Et par ailleurs, Mylène s'intéresse également à l'archéologie des paysages sonores. Quand on fait de l'archéologie, en particulier, bon, pour moi en tout cas, préhistorique pour lesquels on n'a pas d'écrit, hein, on s'intéresse vraiment à la culture matérielle et à partir de là, on essaie d'avoir des informations techniques, sociales, comportementales, etc. Mais pour toutes les périodes confondues, ce qui est très évanescent et quasiment impossible à reconstituer, ce sont les ambiances sonores et olfactives, bien sûr. Et là, à Notre-Dame, des recherches sont développées dans ce domaine-là de différentes manières, en s'appuyant sur des enquêtes archivistiques et en enregistrant. Évidemment, tous les compagnons sont en train de travailler et avec des méthodes traditionnelles, des méthodes d'époque. Et donc, Mylène Pardouen s'attache à capter les bruits de ces chantiers de manière à, par la suite, proposer des reconstitutions d'ambiance sonore. Vous en avez ici un exemple qui n'est pas lié à Notre-Dame, hein, qui sont de marché parisien, je crois, je ne sais plus à quelle période. Mais ça, c'est tout un travail sur le son qui est extrêmement original et très important pour rendre un peu Notre-Dame dans toutes ses dimensions, pour rendre compte de Notre-Dame dans toutes ses dimensions. Et enfin, un double numérique augmenté de la cathédrale. Donc, nous disposions déjà d'un double numérique anti-incendie, heureusement. Et Livio De Luca est en train de produire une véritable cathédrale de savoir, c'est-à-dire qu'il s'agit de produire un écosystème numérique qui va documenter le monument avec une plateforme de données et surtout la mise au point d'un outil qui va permettre d'intégrer, bien sûr, toute la digitalisation du monument, pardon, en intégrant toutes les données scientifiques. Donc la datation des agrafes, la datation des charbons de bois, enfin des bois qui seront replacés dans leur position initiale, les données sur la lithographie les aspects lithographiques des pierres, etc., etc. Et donc je vous ai déjà cité cette phrase, mais elle me plaît beaucoup. Pour la première fois à Notre-Dame de Paris, le virtuel devient vraiment une méthode d'investigation archéologique à part entière. Et c'est pas seulement un outil qui va nous permettre de nous promener dans une Notre-Dame en 3 dimensions, hein, ce qui est possible maintenant avec le casque, etc. Mais c'est aussi un outil de recherche. On peut, par exemple, les claveaux, qui sont les éléments des voûtes, ont été numérisés. Et quand on est dans la reconstitution 3D, on peut attraper virtuellement, hein, un claveau, on peut lui mettre un éclairage rasant, on peut le tourner dans tous les sens et on peut discuter avec les collègues en disant, tu as vu, là, il y a une marque, etc. Ce qui est beaucoup plus facile que quand on travaille sur des claveaux qui sont quand même relativement lourds et plus difficiles à manipuler. Donc, c'est un vrai outil de recherche. Je terminerai là-dessus. Je crois que je suis à 50 minutes, pas trop mal. Voilà.
Donc, nous avons, la cathédrale évidemment n'est pas visitable en ce moment, on la voit de l'extérieur, on voit les travaux avancer. Donc, et par ailleurs, les recherches sont en cours et publier, ça prend du temps. Donc là, les papiers sont en train de sortir, mais il y a beaucoup de recherches, comme vous l'avez vu, qui sont encore en cours. Et quelque part, pour rendre un peu cette cathédrale à son public, on a publié cet ouvrage, Notre-Dame de Paris, La science à l'œuvre, donc préfacé par Patrick Boucheron. Vous avez un exemplaire ici que vous pouvez feuilleter si ça vous intéresse. Il est construit en 3 parties. On a commencé par tout ce qui est la cathédrale en feu et puis du choc à la mobilisation pour rentrer finalement par l'événement traumatique, on va dire, dans la cathédrale et aller vers de plus en plus de résilience avec la cathédrale révélée, la science en action, c'est un peu tout ce que je vous ai présenté ici, et les aspects sur lesquels j'ai moins insisté de cette cathédrale qui sera restaurée dans un peu plus d'une année et on ira vers une mémoire renouvelée, vers une cathédrale qui ajoutera à son histoire cet épisode enfin, dramatique de l'incendie, puis de sa restauration et des recherches scientifiques. Alors, si vous êtes intéressé pour aller plus loin, Arte a fourni, en lien avec le chantier scientifique et le chantier de restauration, 3 docus qui sont absolument, enfin, que moi, ça n'engage que moi, mais que je trouve absolument superbes, qui s'intitulent Notre-Dame de Paris, le chantier du siècle, avec 3 parties, la quête de la hauteur, l'harmonie des forces et la fabrique du sacré. Et en fait, c'est des drones qui ont filmé l'intérieur de la cathédrale, donc il y a vraiment des images superbes. Et tout ce qui est raconté, tout ce qui est présenté est parfaitement conforme à ce qui se passe dans le chantier scientifique. Je remettrai cette diapo par ailleurs parce que je vous cite ici un certain nombre d'articles qu'on retrouve sur le web, dans le journal du CNRS, dans The Conversation, quelques reportages. La fabrique de Notre-Dame, vous en avez un exemple ici à gauche. Hein. C'est un ouvrage qui est publié régulièrement par l'établissement public pour la conservation et la restauration de Notre-Dame et qui permet de suivre la restauration au fur et à mesure. Donc, je vous ai mis le dernier numéro qui date de juin, je crois, et qui par ailleurs est magnifique artistiquement. Il y a toujours des artistes qui interviennent et qui est consultable en ligne. En tout cas, pour les derniers numéros ne sont pas tout à fait consultables, mais au fur et à mesure que les temps passent, les précédents numéros sont consultables. Et puis, je cite juste le Journal of Cultural Heritage, qui est donc un journal, une revue scientifique. Nous allons publier un numéro spécial. Plusieurs articles sont déjà en ligne et le numéro papier devrait sortir probablement en janvier et va rassembler l'ensemble des connaissances scientifiques à l'heure actuelle sur le chantier. Bon, je ne saurais terminer sans remercier Alexis Cominda, qui est l'auteur de la plupart des photographies, qui est ingénieur de recherche au Centre de recherche et de restauration des musées de France, et qui est l'auteur de la plupart des photographies qui sont dans l'ouvrage, sur lesquelles je me suis appuyée. Et puis, je n'aurais rien fait, bien sûr, sans les groupes de travail. Donc, vous les avez ici, Alexa Dufresne pour le bois, Dany Sandron pour le décor monumental, Maxime Héritier pour le métal, Yves Gallet pour la pierre, Claudine Lazel pour le verre, Stéphane Morel les structures, Livio De Luca le numérique, Mylène Pardouen l'acoustique et Claudie Voisina pour tout ce qui est émotion et mobilisation. Merci aussi à tous les autres, hein, puisqu'il y a les groupes de travail et les équipes. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Et si vous souhaitez noter ou photographier des références, je vous laisse cette diapositive à l'écran. Merci beaucoup. Merci. Merci Martine. Alors, tes transparences seront sur le site Indico oui, ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, merci pour cet exposé intéressant. On a beaucoup entendu dans les médias parler du plomb et vous ne nous avez pas parlé du plomb. Vous pouvez en dire un mot? Oui, alors je n'ai pas parlé du plomb parce que je ne pouvais pas parler de tout. Donc, la couverture en plomb a fondu hein, pendant l'incendie. Les recherches qui portent sur le plomb à l'heure actuelle, elles ont pour objet de retrouver les techniques de construction d'époque et les techniques d'approvisionnement. Donc, il y a déjà des mesures isotopiques qui ont été faites et qui montrent que, par rapport à la question de la pollution aussi, que l'empreinte isotopique des ponts de Notre-Dame n'a rien à voir avec l'empreinte isotopique de la pollution urbaine actuelle. Donc, on peut très bien différencier l'empreinte de Notre-Dame de sa toiture par rapport au bruit ambiant, on va dire. Et par ailleurs, donc, les recherches portent sur la recherche des matières premières, des
technique de recyclage, parce que évidemment le plomb a été recyclé, réutilisé, et sur les provenances. Et là, c'est des recherches qui sont en cours et qui sont en cours de réalisation où on n'a pas encore tous les résultats. Merci encore pour cet Je exposé. vous en prie. Quand vous parlez de restauration à l'identique, enfin, le mot est un peu controversé, est-ce que par exemple ça veut dire qu'on va essayer de refaire le jubé? Et par ailleurs, bah oui, puisque oui, non, mais on en a parlé à midi. Donc, Et par ailleurs, on sait que les cathédrales étaient très colorées. Ouais. Va-t-on restaurer la couleur d'origine de Notre-Dame? En fait, la décision qui a été prise par la Commission, par la Commission nationale du patrimoine de l'architecture, je crois que c'est ça son nom, c'est de revenir à, autant que faire se peut, à l'état juste avant l'incendie. Donc, on ne va pas reconstruire le jubé. En revanche, le jubé sera étudié, il sera exposé à un moment donné, et il est question aussi qu'il y ait un musée qui soit mis en place par la suite. Et donc, tout ça sera exposé dans le musée. Et quant à la polychromie, ça sera la polychromie qui existe encore et qui est visible. Et on ne va pas, entre guillemets, repeindre la cathédrale. Après, pour rendre les aspects des couleurs des cathédrales, parce qu'effectivement, elles nous apparaissent comme blanches ou en tout cas claires, beige. On dispose de techniques à l'heure actuelle. Je ne l'ai pas vu, mais sur la cathédrale d'Amiens, par exemple, il y a eu des études de polychromie. Donc, on a retrouvé la polychromie d'époque et ils projettent, je ne sais pas si c'est fait encore, l'été, les couleurs sur la cathédrale pour donner à voir cette cathédrale colorée. Mais ce ne sont pas des restaurations. Enfin, les restaurations, à l'heure actuelle, elles sont le moins interventionnistes possible. Et l'idée, c'est de retrouver l'aspect qu'elle avait juste avant l'incendie, sans refaire ce qui a été démonté ou réaménagé, sans refaire l'histoire, en fait, au fil du temps, quoi. Merci pour votre exposé. J'ai une question un peu technique à propos des mortiers. Les mortiers qui ont résisté ils ont subi une certaine élévation de température. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça a été étudié? Est-ce que c'est sur la stabilité et la souplesse de l'ensemble? Ouais, alors en fait, les mortiers ils sont vraiment extrêmement importants pour la stabilité de l'édifice et c'est en particulier eux qui donnent la souplesse à la cathédrale et qui lui ont permis au fil du temps de bouger sans s'affaisser, enfin pour le dire. Ensuite, les mortiers qui ont été atteints par le feu, bien sûr, il y en a, tout a été consolidé en fait. Donc on a refait et reconstruit ce qui s'est effondré, à savoir les voûtes, et on a aussi consolidé ce qui avait souffert de la température, bien sûr. Et vous avez regardé la composition chimique après l'incendie de ces mortiers? Ça, oui, je ne pourrais pas vous donner les résultats là, parce que je ne les ai pas, mais cette année, en mars, je crois, plusieurs groupes de travail se sont associés pour une journée scientifique sur ces questions des altérations thermiques qui touchent différents matériaux. Chaque matériau a sa vision et donc il faut articuler les visions et les données qui ne sont pas en même résolution et aussi pour les questions de modélisation et de simulation de l'impact de l'incendie dans la cathédrale. Donc ça, oui, bien sûr, c'est un des sujets d'étude des groupes de travail. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous remercie. Enfin, j'imaginais que c'est le cas de toutes les cathédrales françaises, même avant l'accident de Notre-Dame, ça devait être le cas. Il y avait des études précises sur la stabilité des cathédrales, la stabilité et la dureté des matériaux, de leurs caractéristiques architecturales. Mais maintenant, comme vous avez bien signalé, il y a eu aussi des surprises identifiées grâce, si on peut dire, à cet accident, comme l'existence, par exemple, de ces agrafes. Est-ce que la cathédrale, donc, je conclus qu'on a appris des choses supplémentaires en étudiant les débris. Est-ce qu'on va vraiment construire la cathédrale à l'identique, comme ça a été dit, ou on va rendre plus solide certaines parties? Est-ce qu'on va utiliser l'information? Oui, bien sûr. Voilà. Oui, alors,
il y a des parties qui ont été consolidées hein, avec des matériaux qui ont été mis sur les extrados, sur les parties hautes, enfin, supérieures des voûtes, etc. Mais en fait, cette stabilité, elle est assez mal connue parce qu'à partir des années 60, on a travaillé avec d'autres matériaux que le bois, les pierres, avec notamment du fer, du béton, etc. Et finalement, les bureaux d'études se sont focalisés sur ces matériaux-là. Donc, le groupe de travail qui est coordonné par Stéphane Moren sur les structures, quand ils ont voulu modéliser le comportement mécanique des voûtes qui étaient encore en place, hein, bien sûr, ils ont été confrontés à une difficulté et au fait qu'il n'y avait pas vraiment de modèle mathématique qui existait pour modéliser cette complexité. Donc, ils ont deux types de modèles. Un modèle dit continu qui considère le monument, les voûtes et ses appuis comme une structure continue, et un autre modèle qui est discontinu, qui considère les blocs un à un, qui modélise les blocs un à un. Et donc, vous avez certains modèles qui demandent beaucoup plus de puissance de calcul et qui sont beaucoup plus lents à mettre en œuvre. L'un des deux modèles va bien vous permettre de comprendre ce qui se passe à l'interface des blocs, mais pas ce qui se passe dans les blocs, et réciproquement. Donc, l'ANR qui a été déposée, justement, elle a pour but de mettre en place un modèle mécanique hybride qui combine ces deux types de modèles pour rendre compte de la stabilité mécanique des voûtes et des cathédrales en distinguant en fait deux éléments elles-mêmes et puis tout ce qui relève des appuis, donc avec l'état de charge notamment. Et évidemment, alors ces travaux, c'est des travaux de long terme hein, qui n'ont pas pu être menés intégralement, bien sûr, avant que les voûtes soient restaurées. Mais en tout cas, c'est des travaux qui apporteront des informations importantes sur la stabilité, le pourquoi de cette stabilité, le comment de cette stabilité, et qui pourront être ensuite utilisés dans le cadre de restauration, d'études des autres cathédrales. Donc, lorsque la restauration a commencé, on s'est basé sur les connaissances précédentes. Ce sont les bureaux d'études, en fait, qui ont agi et il se trouve que des collaborations, enfin un conventionnement même, en place entre les bureaux d'études et entre le laboratoire de Stéphane Morel, de manière à ce que, et là, les chercheurs ont dû travailler en temps contraint, hein, parce qu'ils avaient passé un contrat et ils avaient tant de temps pour rendre les résultats. Et donc, ils ont épaulé les bureaux d'études et il y a eu une vraie synergie là, entre les bureaux d'études et la recherche scientifique avec la contrainte temporelle qui était là. Donc, vous mettez vraiment le doigt sur un point intéressant parce que c'est probablement le domaine dans lequel il y a eu le plus d'hybridation des savoirs entre le processus de restauration et le processus de recherche. Oui, moi j'ai une question. Est-ce qu'on a compris un peu ce qui s'était passé, qu'est-ce qui avait déclenché l'incendie et est-ce que dans le processus de reconstruction, est-ce qu'on va par exemple faire des choses différemment pour tenir compte de ça, éviter que ça se reproduise? Alors, je ne peux pas répondre. Ce que je n'ai pas dit, parce que ça relève pas du tout du chantier scientifique, hein. Ça relève de la police judiciaire. Ce que je peux vous dire, c'est que au démarrage du chantier, j'en ai pas parlé, mais quand j'ai montré le travail au milieu de la poussière, du vacarme, etc., les scientifiques ont travaillé, les restaurateurs ont travaillé avec la police scientifique, en fait, bien évidemment. Et les conclusions, je ne les connais pas et ma source d'information, c'est la presse là-dessus. Et franchement, j'aurais pu avoir des informations et vous dire, voilà, je n'ai pas à les fournir, mais en l'occurrence, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Ça ne relève pas de la recherche scientifique, ça relève vraiment d'action de police scientifique. Okay, merci. Une question sur Zoom. Une seconde. Bonjour, merci de me donner la parole. Vous m'entendez? Donc, oui. Merci pour cet exposé passionnant. J'ai deux questions. Une question rapide sur le délai de réouverture au public. Vous avez indiqué dans un peu plus d'un an de ce qui, dans ma chronologie, situe la réouverture après les Jeux Olympiques. Et une deuxième question qui porte sur le financement de ces travaux admirables. Et sur les parts respectives, il y a de l'écho, hein, j'espère que ça ne gêne pas trop, il y a de l'écho. Non, mais on entend très bien. Et sur les parts respectives du financement public et du mécénat, puisque le mécénat, c'est aussi à 60% du financement public, puisqu'il donne lieu à une déduction fiscale. Donc, comment situer la part du mécénat par rapport à la part du trésor public, avec ou sans prise en compte de la déduction de 60%?
je serai capable de faire l'exploitation de l'information après. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci de ces questions. Alors, la réponse à la première question, ça devrait réouvrir après les Jeux Olympiques. Effectivement, c'est prévu en décembre 2024. Voilà, ça c'est la réponse facile. Et la deuxième réponse est aussi facile. Donc, le processus de restauration a été financé, pour ce que j'en sais, et ça se voit très bien dans la fabrique de Notre-Dame, par du mécénat, effectivement. La recherche scientifique n'est pas du tout financée par ce mécénat. Ce sont vraiment deux chantiers, le chantier de restauration d'une part et le chantier scientifique d'autre part, qui œuvrent bien sûr de façon coordonnée et articulée. Mais donc, pour nous-mêmes, ce qui s'est passé, c'est que quand on est allé discuter au début avec le CNRS, on a réfléchi pendant pas mal de temps pour savoir, et le ministère de la Culture, quelles modalités de financement on allait mettre en place. Moi, j'ai plaidé pour qu'on évite les appels à projets parce que les équipes étaient déjà en place. La collaboration avec le ministère de la Culture, qui repose sur un accord cadre, est ancienne. Et je ne voyais pas mettre 10 équipes en concurrence pour en financer 2, quoi. Et effectivement, en discutant avec le CNRS et le ministère de la Culture, on a créé un chantier scientifique Notre-Dame qui est une action transverse de la MITI du CNRS. La MITI, ça veut dire Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires. Et donc, le CNRS a débloqué des fonds publics du CNRS pour le financement pendant 4-5 ans, enfin, pendant 4 ans et avec des compléments pour la 5e année. Et a aussi financé, je ne sais plus si c'est 10 ou 12 contrats doctoraux. Donc, il y a aussi des jeunes doctorants qui sont en train de faire leur thèse, qui sur le métal, qui en anthropologie, etc., financés par le CNRS. Le ministère de la Culture abonde également sur son budget. Par ailleurs, nous sommes un certain nombre à être payés soit par l'université, soit par le CNRS, soit par la culture, soit en poste, soit en CDD par la force publique. Et enfin, le fait d'avoir une assurance le CNRS et la culture nous ont vraiment fait confiance, là, parce que le fait d'avoir une assurance de budget sur 3-4 années, ça nous a permis de nous réunir rapidement, d'échanger. Il faut voir que ce sont des pratiques vraiment de travail très différentes, à la fois dans la recherche, suivant qu'on fait de l'anthropologie ou qu'on étudie les structures physiques de la cathédrale. Hein, c'est pas les mêmes objectifs, les mêmes pratiques de travail. Et d'autre part, avec le chantier de restauration, on était aussi confronté à d'autres métiers. Donc, le fait d'avoir ce financement, ça a été primordial pour faire prendre la mayonnaise, si je puis dire. Et ça a permis ensuite aux équipes de recherche de répondre aux appels à projets de l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, aux entités régionales en Île-de-France et pas que. Et puis au niveau européen et à l'heure actuelle, donc l'effet tremplin a été assez important, hein, puisqu'il y a 5 ANR financés, il y a un projet européen ERC, il y a un autre projet européen qui n'est pas ERC mais d'un autre type, il y a plusieurs projets régionaux, les universités aussi ont financé certaines équipes. Donc voilà, la distribution des rôles entre la restauration et la recherche. Merci vraiment pour ces réponses très complètes. Et il me semble qu'il y aurait un nouveau sujet de recherche, c'est de savoir dans quelle mesure ce processus, qui semble très efficace, pourrait être généralisé. Oui, merci. C'est quelque chose à quoi on réfléchit pour essayer d'avoir un retour d'expérience aussi. Alors, oui, ce que je dois dire aussi, c'est que peu de temps après Notre-Dame, le château de Shuri au Japon a brûlé. C'était un château en bois emblématique du Japon, il ne restait plus rien. Et Claudie Voisna, qui travaille en anthropologie, a organisé un colloque en ligne sur les aspects de catastrophes patrimoniales au Japon et en France. Et nos collègues japonais nous ont dit, mais comment vous avez fait pour vous organiser ? Et ben, je leur ai dit, voilà, CNRS, ministère de la Culture, entité nationale, fonctionnement en UMR avec des unités mixtes de recherche qui comportent le CNRS ou d'autres organismes et des universités. Et ça a tout de suite irrigué tout le territoire national. Donc, on a eu une force de frappe assez efficace. Et par ailleurs, on travaille dans une bonne ambiance, c'est aussi important. Et c'est vrai qu'il faut qu'on fasse un petit point là-dessus, un retour d'expérience, parce que c'est important que nos organismes de recherche et les ministères aient une réactivité face à des problèmes dramatiques et contraints sur lesquels il faut réagir assez vite et apporter des expertises qui existent assez rapidement.
Merci encore. Dans la salle. Oui, merci pour cet exposé. Je voulais revenir au problème des vitraux. En fait, il n'y a pas de problème, c'est ça le miracle. Mais et donc, ils n'ont pas senti la chaleur. En fait, ils étaient suffisamment loin pour ne pas. Parce qu'il y a quand même du plomb dans les vitraux et normalement, même le soleil, on voit que ça abîme des fois. Bah, écoutez, ils ont été protégés en grande partie grâce aux voûtes, en fait, qui ont servi de bouclier quelque part, mais peut-être, il y en a peut-être un ou deux qui ont été fissurés, quoi. Il n'y a pas rien, mais il y a vraiment presque rien. Et les pompiers, de ce que j'en sais, bon, là, on n'a pas travaillé là-dessus, hein, mais ils savent intervenir sur un monument patrimonial. Bon, les personnels du ministère de la Culture étaient là aussi, mais bah, ils n'ont pas envoyé leur lance sur les vitraux, quoi. Enfin, non, mais bon. Enfin, j'imagine que dans l'urgence, face à l'émotion et tout, c'est pas évident aussi de réagir bien au bon moment. C'est rare quand même, enfin, même si c'est arrivé au cours de l'histoire, que des cathédrales et des monuments brûlent. Enfin, bon, on peut penser au Parlement de Rennes, il y a eu la mairie de La Rochelle, la cathédrale de Nantes après Notre-Dame, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui fait partie quand même de l'histoire patrimoniale. En tout cas, ils ont visiblement un savoir-faire assez extraordinaire. Donc, les vitraux n'ont pas pâti de l'intervention des pompiers et ils ont été protégés, voilà, par le monument lui-même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'aurais une question. Là, il y a visiblement un relevé de Notre-Dame de Paris, hein, qui a été fait. Est-ce que ça a donné des idées, des envies, une nécessité de faire des relevés pour les autres, disons les grandes églises françaises, que ce soit des cathédrales gothiques ou les grandes églises romanes? Oui, en fait, peut-être ça avait déjà eu lieu avant. Oui, c'est ça. Alors, je vais donner un autre exemple. Sur les grottes préhistoriques, je suis plus à l'aise dans les grottes. J'aime bien les cathédrales aussi, hein, c'est pas le problème. Mais Lascaux, par exemple, a été totalement numérisé. La grotte, en fait, ça permet aussi de donner à voir des choses qu'on ne peut plus visiter. Et je ne sais pas si Lascaux est encore ouvert, entre guillemets, hein, le double numérique à la Cité du patrimoine et de l'architecture. Et on peut se promener dans Lascaux, c'est assez génial, quoi. Donc, c'est à la fois un objet de rencontre avec le public pour donner à voir au public ce que le public ne peut pas voir, puisque Lascaux, à peu près plus personne ne peut rentrer dedans. Chauvet, à part les chercheurs, personne n'est rentré dedans non plus. Et d'autre part, c'est un outil de recherche, parce que, enfin, je ne sais pas si vous connaissez de Lascaux, il y a la grande salle des taureaux quand on rentre, après il y a un diverticule axial, et en fait, quand on est dans le double numérique, dans le diverticule axial, on ne voit qu'une petite partie des peintures. Quand on est dans le double numérique, on sort de la paroi et on voit tout le panneau, comme même les préhistoriques n'ont jamais vu, quoi. Et c'est vraiment un outil de travail pour les conservateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est en plein essor. Et Livio De Luca dirige un labo à Marseille sur ces questions-là. Et il y a aussi des défis techniques. Par exemple, ils sont en train de numériser les poutres en bois. Et les poutres, elles font, je ne sais pas combien elles font, même si elles ont été en partie découpées, mais elles font plusieurs mètres, en tout cas, pour certaines d'entre elles. Et là, ils n'avaient pas les dispositifs pour numériser. Donc, ils ont aussi créé des nouveaux dispositifs. Et c'est vraiment, comme le dit Livio, en train de rentrer dans les pratiques archéologiques. Donc, oui, c'est amené à se développer. Ça demande quand même pas mal de moyens. Mais une fois que c'est fait, c'est vraiment des outils de diffusion vers le grand public et des outils de recherche à part entière. Et attends, laisse-moi regarder s'il y a des questions sur Zoom. Il n'y a pas l'air d'y en avoir. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle encore? Non, ben écoute, nous te remercions vraiment. Merci à vous tous.